Mes parents me détestaient et adoraient ma sœur, leur enfant en or, alors j'ai commencé à sortir avec sa meilleure amie pour me venger. Ils m'ont dit que je n'étais pas assez bien pour elle et ont exigé que je rompe, mais j'ai refusé. Ma sœur a tenté de prendre les choses en main, mais ça s'est retourné contre elle de façon désastreuse. Je suis né avec un handicap, et mes parents, David et Caroline, ne m'ont jamais pardonné pour ça. À 4 ans, ils m'ont fait passer des tests et ont découvert que j'avais un taux de testostérone plus bas que la normale. Leur solution? Utiliser ma sœur aînée pour arranger ça. Un Noël, j'avais 12 ans et Jess en avait 15. Nous avions tous les deux demandé un nouveau vélo. Elle a bien sûr eu le sien, violet éclatant, brillant, avec de grandes roues et tout le tralala. Moi, j'ai eu un t-shirt rose avec inscrit dessus « Le petit frère de Jess ». Leur méthode était simple. En détruisant mon estime de moi, j'étais censé me reconstruire et ainsi, restaurer ma masculinité et ma testostérone. Mais comme vous pouvez l'imaginer, leur plan a échoué lamentablement. Plus ils me maltraitaient, plus je devenais déprimé et anxieux. Et ils n'en avaient rien à faire. À un moment, leur soi-disant cure est devenu du favoritisme pur et simple, frôlant la négligence émotionnelle. Une fois, Jess a eu un BO sur son bulletin. Mes parents ont payé pour faire fabriquer une bannière personnalisée accrochée à la maison. Dessus, on pouvait lire « Notre fille a eu un B », avec sa photo à côté. Et moi, quand je suis rentré avec un bulletin rempli de A, vous devinez ce que j'ai eu? Indice, c'est 2 mots et ça commence par « que dalle ». Et si vous avez pensé à « que dalle », vous avez tort, c'était encore moins que ça. Mes parents ont carrément saccagé ma chambre parce que je n'avais pas eu des A+. Après ça, plus rien ne me surprenait. Même quand j'ai été accepté dans une bonne université avec une bourse partielle, mes parents m'ont traité de plus grande déception pour ne pas avoir eu une bourse complète. Jess, quant à elle, a pratiquement abandonné l'université en disant qu'elle voulait prendre une année sabbatique, qui s'est transformée en 5 ans. Et pour fêter ça, ils lui ont organisé une fête et lui ont offert un nouvel ordinateur portable pour sa quête créative. Mais vient maintenant une des rares parties un peu meilleures de cette histoire, j'ai réussi à déménager dès que possible, en cumulant plusieurs jobs tout en suivant mes cours pour subvenir à mes besoins. Mais le jour où je n'ai pas pu rentrer à la maison pour Thanksgiving, mon père m'a juste dit « Eh bien, on dirait que tes priorités sont ailleurs ». Même en mettant de la distance, les réunions de famille étaient des séances de torture pleines de pics subtils. Toujours à son job de départ, Jess parlait de lancer sa propre boutique. Elle est si entreprenante. À ma remise de diplôme, à laquelle ils sont arrivés en retard, la première remarque de mon père a été « 4 ans pour ce diplôme, ça fait beaucoup pour ce que tu vas en faire ». Le pire, c'était de les voir s'extasier devant Jess, qui avait mis une robe extravagante pour voler la vedette à ma cérémonie. Malgré tout, j'ai essayé de garder un lien avec Jess. Après tout, c'était ma sœur. Mais c'était complètement à sens unique. Je faisais des efforts, elle m'ignorait ou tournait chaque conversation en compétition. Si j'obtenais une promotion, elle avait soudainement une opportunité incroyable qui se profilait. Si je commençais à fréquenter quelqu'un, elle se retrouvait immédiatement dans une relation sérieuse. Une fois, après des mois sans nouvelles, je l'ai appelée pour lui annoncer une promotion importante. Et, Jess, devine quoi? J'ai été promu analyste senior. Un silence, puis elle a répondu. Ok. Bref, j'ai été approché par une start-up incroyable. Le salaire est probablement plus élevé que ce que tu gagneras jamais. Évidemment, le poste en question n'a jamais existé. Et quand j'ai enfin décroché l'emploi de mes rêves après des années de travail acharné, j'ai eu la mauvaise idée d'en parler à un dîner de famille. Les gars, j'ai enfin décroché le job de mes rêves, et... Mais est-ce que tu as entendu parler de Jess? M'a immédiatement interrompu ma mère. Elle a rencontré un entrepreneur à succès, super bien connecté. Cet homme s'appelait Dwight. Et ce n'était pas un entrepreneur à succès. Il travaillait dans la vente, pour une entreprise de papier de taille moyenne. Mais d'après mes parents, on aurait dit que c'était le nouveau Elon Musk. Leur mariage a été une affaire extravagante, pour laquelle mes parents n'ont pas regardé à la dépense. Moi, de mon côté, je remboursais toujours mes prêts étudiants. Et puis j'ai rencontré l'une des amies passagères de Jess. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute la dynamique familiale, car Jess n'a pas du tout apprécié. Je ne peux pas tout expliquer dans cette courte vidéo. Pour voir la suite et découvrir ce qui s'est passé, cliquez sur le lien ci-dessous. Nous avons tout de suite eu une connexion. Joséphine était tout ce que j'avais toujours recherché, intelligente, drôle, compatissante et magnifique. Nous nous sommes rencontrés à l'une des innombrables pendaisons de crémaillère de Jess. Elle et Dwight déménageaient presque chaque année, toujours dans un endroit plus grand et mieux, que mes parents finançaient en grande partie. Joséphine était seule près de la bibliothèque, aussi mal à l'aise que moi. Elle avait des cheveux bruns mi-longs, des yeux verts pleins d'intelligence, et un sourire qui m'a fait oublier mon nom dès notre première conversation. Pas trop fan des fêtes? M'a-t-elle demandé en sirotant son verre. Pas trop fan de l'univers de Jess, ai-je répondu sans réfléchir. Au lieu d'être choquée, elle a éclaté de rire. Tu dois être le fameux frère dont j'ai entendu parler. Celui qui a fait des choix de vie, conventionnels.
Nous avons passé la soirée dans ce coin-là, à parler de tout, de littérature classique à notre passion commune pour les films de science-fiction affreux. À la fin de la soirée, j'avais son numéro et un rendez-vous prévu pour le week-end suivant. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, mes parents, sans surprise, ont fait des remarques désobligeantes, insinuant qu'elle se contentait de peu et se demandant ce qu'elle pouvait bien me trouver. Elle est si cultivée et a tellement voyagé, a dit ma mère après avoir rencontré Joséphine. C'est surprenant qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'aussi local. Le mot « local » avait l'air d'un diagnostic médical en phase terminale dans sa bouche. Mon père était plus direct. Elle sait ce que tu gagnes dans ce boulot? Les femmes comme elle ont généralement des attentes plus élevées. Étrangement, Jess est devenue très intéressée par ma vie, posant sans cesse des questions sur Joséphine. Elle appelait à l'improviste, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais chaque conversation tournait autour de Joséphine, son travail, sa famille, ses loisirs. Joséphine a mentionné qu'elle pourrait être transférée au bureau de New York, m'a-t-elle dit un jour. Alors que je ne lui avais jamais parlé de ça. Ce serait dur pour votre relation, non? À l'époque, j'étais juste soulagé qu'elle semble enfin s'intéresser à quelque chose me concernant. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. Joséphine et moi avons emménagé ensemble après un an de relation, et c'était génial. Nous avions tous les deux une carrière stable. Nous voyagions, nous parlions de notre avenir. Notre appartement n'avait rien de luxueux, un 2 pièces dans un quartier correct, mais c'était le nôtre. On a peint les murs nous-mêmes, monté les meubles IKEA en riant face aux instructions incompréhensibles, et créé un foyer où on se sentait bien, en sécurité. Je ne pensais pas pouvoir me sentir aussi bien, m'a dit Joséphine un soir alors qu'on était assis sur notre vieux canapé, mangeant des plats à emporter et regardant un documentaire. Mes parents ont toujours voulu plus, mieux, plus grand. Mais ça, c'est suffisant. Toi, tu es suffisant. Pour la première fois, j'ai cru que je pouvais vraiment avoir la vie dont j'avais toujours rêvé, un bon travail, une compagne aimante, peut-être des enfants un jour. Je lui ai demandé sa main pour notre 5e anniversaire, lors d'un dîner tranquille à la maison. J'avais économisé pendant des mois pour la bague, rien d'ostentatoire, mais une magnifique émeraude assortie à ses yeux, montée sur de l'or blanc. Je l'avais cachée dans son dessert préféré, un soufflé au chocolat que j'avais appris à maîtriser en secret. Quand elle l'a trouvé, ses yeux se sont remplis de larmes. Oui, a-t-elle murmuré avant même que je ne pose la question. 1000 fois oui. Nous avons prévu de rester fiancés un moment, prenant notre temps pour organiser le mariage. Rien ne pressait. Nous pensions avoir toute la vie devant nous, du moins, c'est ce que je croyais. Lorsque nous avons annoncé nos fiançailles à ma famille, leur réaction en disait long. Ma mère a affiché un faux sourire et a dit, comme c'est gentil, sur un ton qui suggérait tout sauf de la joie. Mon père a grogné en marmonnant, on verra bien, avant de se replonger dans son match de football. Quant à Jess, sa réaction était la plus étrange. Elle nous a félicités, mais son sourire était bizarre, presque prédateur. J'ai mis ça sur le compte de mon insécurité. Fais voir la bague, a exigé Jess en attrapant la main de Joséphine. Elle l'a examinée d'un œil critique. Oh, c'est mignon. Simple. J'imagine que ça vous correspond mieux, de toute façon. Plus tard, j'ai surpris ma mère en train de dire à Joséphine, ne te précipite pas, ma chérie. Tu es encore jeune, et tu as plein d'opportunités devant toi. L'implication étant que je ne faisais pas partie de ces opportunités. L'année qui a suivi fut mouvementée, entre les préparatifs du mariage et le stress du travail. Joséphine et moi faisions de longues heures pour économiser pour le mariage et un futur achat immobilier. On se voyait moins, mais je pensais que ce n'était qu'une phase. Tous les couples traversent des périodes difficiles, non? Nos soirées en amoureux se faisaient rares, réduites à des dîners rapides avant que l'un de nous reparte bosser ou se couche tôt. Quand j'ai proposé un week-end en amoureux pour nous reconnecter, Joséphine semblait hésitante. Je sais pas si je peux m'absenter en ce moment, m'a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Le comte Johnson me prend tout mon temps. Je comprenais. On construisait notre avenir, et cela nécessitait parfois des sacrifices. On y arrivera, lui ai-je dit en lui serrant la main. Après le mariage, on fera ce fameux voyage dans le Maine. Avec le recul, j'ai raté des signes flagrants. Joséphine était constamment sur son téléphone, dissimulant ses messages avec un rire nerveux, prétextant qu'il s'agissait juste de travail. Elle sortait de plus en plus avec ses amis, rentrait tard, sentant le vin et une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Mais je lui faisais une confiance aveugle. L'idée qu'elle puisse me tromper ne m'a même jamais effleuré, encore moins avec le mari de ma propre sœur. Une nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin, et j'ai découvert son côté du lit vide. À moitié endormi, je l'ai trouvé recroquevillé sur le canapé, en train de murmurer intensément au téléphone. Quand elle m'a vu, elle a sursauté comme si je l'avais prise en flagrant délit de vol. Désolé. Je t'ai réveillé, m'a-t-elle demandé en rangeant son téléphone à toute vitesse. Je parlais juste avec Sarah des robes de demoiselle d'honneur. À 2 heures du matin. J'ai hoché la tête et suis retourné me coucher, repoussant ce doute lancinant. Sarah était sa demoiselle d'honneur et notoirement désorganisée. Ce n'était pas totalement impossible.
Autre signal d'alarme, Joséphine s'est soudainement intéressée à la vie de Jess et Dwight. Elle les évoquait souvent, proposait des dîners à 4, des réunions de famille qu'elle avait toujours évitées auparavant. On devrait dîner avec Jess et Dwight ce week-end, lançait-elle l'air de rien. J'ai croisé Dwight au café près de mon bureau hier. Il m'a parlé d'un nouveau resto qu'ils veulent tester. Ça m'a semblé étrange que Dwight se trouve à un café à 30 minutes de son travail, mais je n'ai pas creusé. J'étais juste heureux que Joséphine fasse des efforts avec ma famille, même si celle-ci ne faisait jamais beaucoup d'efforts avec elle. Il y a environ 3 mois, Joséphine a commencé à agir de manière étrange, lunatique, irritable, constamment nauséeuse. J'ai cru qu'elle était peut-être enceinte. Nous n'essayions pas activement, mais on avait évoqué l'idée d'avoir des enfants un jour. J'ai commencé à rêver de l'aider à surmonter les nausées matinales, de choisir les couleurs de la chambre du bébé. Un matin, je l'ai trouvée en train de vomir dans la salle de bain. Je lui ai tenu les cheveux et frotté doucement son dos. « Tu crois qu'on devrait faire un test ?» ai-je demandé, retenant mon excitation. Elle m'a regardé avec panique. « Non. C'est sûrement juste une intoxication alimentaire ou un virus. » Mais les symptômes ont persisté. Elle évitait le vin, verdissait à l'odeur du café, faisait la sieste plus souvent. J'ai commencé à laisser des livres de grossesse sur sa table de chevet, des liens vers des vitamines prénatales ouverts sur son ordinateur. J'ai même commencé à chercher les meilleurs pédiatres du coin. « Tu serais une maman géniale », lui ai-je dit un soir, blotti contre elle sur le canapé. « Notre enfant aurait tellement de chance de t'avoir. » Elle a éclaté en sanglots et s'est ruée dans la salle de bain. J'ai pensé que c'était juste les hormones, alors je lui ai laissé de l'espace. Jusqu'à ce qu'un soir, elle me demande de m'asseoir, en larmes, pour m'annoncer la bombe. Elle était enceinte, mais ce n'était pas de moi. J'étais sous le choc. Certes, on avait été moins intimes ces derniers temps à cause du boulot, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Quand je lui ai demandé qui était le père, elle s'est effondrée et a murmuré « C'est le mari de Jess ». Mon monde s'est écroulé. Tout ce que je croyais vrai a volé en éclats. Je ne pouvais plus respirer. Plus penser. Juste un sentiment d'abandon et de trahison totale. « Dwight » ai-je réussi à articuler. « Le mari de ma sœur, Dwight ?» Joséphine a hoché la tête, dévastée. « Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste, c'est arrivé. Depuis combien de temps ? » Ma voix ne me ressemblait plus. 3 mois, a-t-elle admis en fixant le sol. Ça a commencé à la fête d'anniversaire de tes parents. Je me suis souvenu très clairement de cette soirée, les 40 ans de mariage de mes parents, une fête extravagante qu'ils avaient préparée pendant des mois. Joséphine était superbe dans sa robe bleue, et j'étais si fier de la voir à mes côtés. Je me souvenais aussi qu'elle avait disparu près d'1 heure, prétextant avoir besoin d'air frais. Dwight avait été absent à peu près au même moment. Je n'avais rien soupçonné. Joséphine a tenté d'expliquer entre 2 sanglots. Apparemment, tout avait commencé à notre fête de fiançailles. Le mari de Jess, Dwight, avait coincé Joséphine pour lui dire qu'elle faisait une erreur en m'épousant. Il avait joué sur ses insécurités, lui disant qu'il pouvait lui offrir tout ce que moi je ne pourrais jamais. Et ce n'était pas un dérapage unique. Cela durait depuis des mois. Il disait que tu ne pourrais jamais m'offrir la vie que je méritais, sanglotait-elle. Que je gâchais mon potentiel avec toi. Et tu l'as cru, ai-je demandé, incrédule. Après 6 ans ensemble, tu as cru ce qu'il disait sur moi. Pas au début, a-t-elle insisté. Mais il était persistant. Il m'envoyait des petits messages, des remarques sur la façon dont ta famille te traitait, et sur comment il pourrait traiter nos enfants un jour. Mon estomac s'est retourné. Et donc, c'était pour ton bien. Tout ça, c'était par souci pour toi. Non, bien sûr que non, a-t-elle murmuré. Il me faisait me sentir spécial, désiré. Il disait que Jess ne le comprenait pas, qu'ils étaient juste des colocataires. Le cliché du manuel du parfait infidèle. Je n'arrivais pas à croire que Joséphine y avait cru. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'avait trahi à ce point. Où est-ce que vous vous retrouviez, ai-je demandé, cherchant à comprendre toute l'étendue du mensonge. Surtout à son bureau, parfois dans des hôtels si on pouvait s'éclipser à midi. Elle pleurait à chaudes larmes, son maquillage ruisselant. Une fois chez eux, quand Jess rendait visite à tes parents. Chaque mot était une lame plantée dans mon cœur. Je repensais à tous ces week-ends de conférences, à ces départs précipités, à ces courses urgentes faites seules, des mensonges, tous. Est-ce que Jess sait, ai-je demandé en pensant soudain à ma sœur. Joséphine a secoué la tête. Non, enfin je ne crois pas. Dwight m'a dit qu'il s'en chargerait quand le moment serait venu. Je ricanai amèrement. Quand le moment sera venu? Et c'est quand, exactement, le bon moment pour dire à ta femme que tu baises la fiancée de son frère et que tu l'as mise enceinte? J'ai mis Joséphine dehors cette nuit-là. Je ne pouvais pas supporter de regarder la femme qui m'avait trahi aussi complètement. Elle suppliait qu'on se pardonne, répétant que c'était une erreur et qu'elle m'aimait, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien de fois elle m'avait menti en face, avec ma bague au doigt. S'il te plaît, sanglotait-elle en fourrant des affaires dans un sac à la hâte. On peut surmonter ça. Tout le monde fait des erreurs. C'est toi que j'aime, pas lui. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas écarté les jambes pour le mari de ma sœur, crachai-je, les mots me brûlant la gorge. Si tu m'aimais,
tu ne m'aurais pas menti pendant des mois alors qu'on préparait notre mariage. J'allais tout arrêter, se défendit elle. La grossesse n'était pas prévue. On se protégeait. Visiblement pas assez, rétorquai-je froidement. Dehors. Tu as 30 minutes pour prendre ce qu'il te faut. Tout ce que tu laisses, je le jette. Elle essaya de me toucher le bras. Je vais aller où? Aucune idée, Joséphine. Le bureau de Dwight, peut-être? Vu comme tu le connais bien. Ou l'un de ces hôtels que tu aimais tant. Ce n'est plus mon problème. Une fois Joséphine partie, j'ai appelé Dwight. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. C'était un tourbillon de rage et de douleur. Il a d'abord tenté de faire le type cool, prétendant que c'était juste une erreur d'un soir qui ne voulait rien dire. Quand j'ai insisté, il s'est braqué, disant « Ben peut-être que si t'avais été un meilleur fiancé, elle serait pas venue vers moi. »« Tu te fous de moi ?» hurlai-je dans le téléphone. « Tu me reproches qu'elle ait couché avec toi? T'as du culot. Écoute, mec. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, dit-il avec un faux air de regret. Mais Joséphine et moi, on a une connexion que vous n'avez jamais eue. Elle a besoin de quelqu'un à sa hauteur. Et c'est toi. Lançai-je, ricanant sans joie. Un vendeur médiocre qui vit sur les largesses de mes parents? Tu comptes lui offrir quoi, à elle et au bébé? Parce qu'à mes yeux, t'as jamais rien offert à personne, même pas à toi-même. Son ton changea, devint glacial. T'as toujours été jaloux de ce que Jess et moi on a. Et maintenant, j'ai aussi Joséphine. Pense à ça pendant que tu pourris tout seul dans ton appartement minable. Je vis rouge. Je sautai dans ma voiture, prêt à faire une connerie que j'allais sûrement regretter. Le trajet fut un flou complet. Je ne me souviens même pas des feux rouges ou des virages. Tout ce que je voulais, c'était confronter Dwight, qu'il ressente ne serait-ce qu'un fragment de la douleur qui me consumait. Quand je suis arrivé, mes parents étaient déjà là. Dwight les avait appelés en premier, leur servant une histoire où Joséphine l'aurait séduit, et où lui, bien sûr, était terriblement désolé. Et comme toujours, il l'avait cru. Je suis entré sans frapper, les trouvant tous installés dans le salon, comme pour une intervention tordue. Ma mère tapotait l'épaule de Dwight avec compassion, tandis que mon père restait debout, les bras croisés, l'air grave. Jess était étrangement absente. « Tiens, voilà enfin le spectacle, » dit mon père, sa voix dégoulinant de reproches. « Tu veux bien expliquer pourquoi tu menaces ton beau-frère? » « Mon beau-frère » répétai-je, incrédule. « Tu veux dire le mec qui couche avec ma fiancée depuis des mois? Celui qui l'a mise enceinte alors qu'il est marié à ta fille? » Ma mère poussa un cri de stupeur. « Joséphine est enceinte? Oh, Dwight, mon pauvre chéri. Quel gâchis cette fille a provoqué. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous êtes sérieux? Il a trompé votre fille avec ma fiancée, et la seule fautive, c'est Joséphine? » Ma mère a immédiatement commencé à me sermonner sur le pardon, sur l'importance de la famille, pendant que mon père me lançait son éternel regard déçu, pas vers Dwight, non, vers moi. J'ai tenté d'expliquer ce qui s'était vraiment passé, mais il ne voulait rien entendre. Il répétait que je devais pardonner à Dwight et soutenir Joséphine pendant sa grossesse. Parce que la famille passe avant tout. Tu comprends pas la pression que Dwight subit, insista ma mère. Jess n'est pas très présente ces derniers temps. Un homme a ses besoins. Vous êtes en train de justifier qu'il trompe votre fille? Demandai-je, stupéfait. Où est Jess, d'ailleurs? Elle sait ce que son mari a fait? Mon père s'éclaircit la gorge. Jess est à l'étage. Elle se repose. Elle est bouleversée, évidemment, mais elle veut arranger les choses. C'est ce que font les adultes responsables. Ils ne courent pas partout à lancer des accusations. Dwight a accepté d'aller en thérapie de couple, ajouta ma mère comme si cela réglait tout. Il prend ses responsabilités, lui, ce qui est plus que je peux dire de toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait, à part être trahi par tous ceux en qui j'avais confiance? Tu as toujours été dramatique, soupira mon père. Tu fais toujours tout tourner autour de toi. Cette situation exige de la délicatesse, pas une crise de gamin. Dwight était assis, l'air faussement repenti. J'ai demandé pardon à Jess et elle m'a pardonné. Joséphine et moi avons fait une erreur, mais maintenant il faut penser au bébé. Là, j'ai explosé. Des années de ressentiment accumulés ont jailli. Je leur ai dit ce que je pensais de leur loyauté malade, de la manière dont ils ont toujours préféré Jess et son mari, sans jamais me soutenir. J'ai dit à Dwight qu'il était mort pour moi. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient garder la famille parfaite qu'ils avaient toujours voulu, parce que moi, je n'en faisais plus partie. Vous savez quoi? J'en ai fini, dis-je, la voix étrangement calme. Fini avec vous tous. Pendant 34 ans, j'ai tout fait pour mériter votre amour et votre respect, et ça n'a jamais suffi. Tout ce que je fais n'a jamais compté autant que ce que fait Jess. C'est pas vrai, protesta faiblement ma mère. On vous aime autant tous les deux. Tu mens, et tu le sais. Quand Jess plante une voiture, c'est un accident. Quand moi j'ai des A, c'est juste normal. Quand elle abandonne la fac, elle a droit à une fête. Quand je suis diplômé avec mention, j'ai une poignée de main.
Tu as toujours été plus fort, dit mon père. Tu n'avais pas besoin du même soutien que Jess. Non. Vous ne vouliez juste pas me le donner. Et maintenant, ton gendre adoré a mis ma fiancée enceinte, et c'est encore moi le méchant? Je me suis tourné vers Dwight. T'es pitoyable. Un lâche infidèle et menteur qui n'a jamais rien accompli. Tu crois que t'as gagné quelque chose? Félicitations. T'as gagné une femme qui trompe son fiancé. Je suis sûr qu'elle te restera fidèle, elle. Je suis sorti en trombe, ignorant leurs appels et leurs supplications. J'ai roulé pendant des heures, sans but, voulant juste fuir tout et tout le monde. En rentrant enfin, j'avais des dizaines d'appels et de messages en absence. Joséphine me suppliait de lui donner une seconde chance, Dwight alternait entre excuses et reproches. Mais le pire, c'était mes parents. Ils exigeaient que je mature et que je fasse la paix. Tu es en train de détruire cette famille avec ton entêtement, disait le message vocal de ma mère. Joséphine est dans une situation fragile, elle a besoin de soutien, pas de jugement. Mon père, lui, était plus direct. Ce comportement puéril doit cesser. Sois présent au dîner de dimanche pour t'excuser auprès de Dwight et arranger les choses comme un homme. Même Jess m'avait laissé des messages, ce qui m'a surpris. J'ai pardonné à Dwight, et tu devrais en faire autant, disait-elle froidement. Joséphine a fait une erreur, mais le bébé est innocent. Il faut qu'on reste unis. Pas un mot sur sa propre douleur, pas une once d'empathie pour ce que je vivais. Juste le même vieux discours familial, protéger les favoris, blâmer celui qui refuse de se plier. Je les ai tous ignorés. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. J'ai appelé mon boulot pour poser tous mes jours de congé restants. Je ne pouvais pas affronter le monde. Pas encore. Je suis resté assis dans mon appartement à rejouer chaque moment de ma relation avec Joséphine, chaque interaction avec Dwight, essayant de comprendre où tout avait dérapé. Est-ce que je n'ai pas été assez attentif? Est-ce que j'ai raté des signes montrant que Joséphine était malheureuse? Y avait-il quelque chose que j'aurais pu faire différemment? Ces questions me tourmentaient jour et nuit. Après une semaine d'isolement, ma patronne m'a appelé personnellement. On s'inquiète pour toi, m'a-t-elle dit. Ce n'est pas ton genre. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? J'ai craqué à ce moment-là, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans me juger, puis m'a proposé une mutation temporaire dans notre bureau de Seattle. Ça pourrait t'aider de mettre un peu de distance, a-t-elle suggéré. Prends quelques mois, vide-toi la tête, le poste sera à toi quand tu seras prêt à revenir. C'était le premier geste de gentillesse qu'on m'ait témoigné depuis des lustres. J'ai accepté immédiatement. Cela fait maintenant 3 mois. J'ai déménagé dans un nouvel appartement à Seattle, changé de numéro de téléphone, et commencé une thérapie pour traiter tout ça, mais ma famille refuse de me laisser tranquille. Malgré mes tentatives de couper les ponts, ils continuent à envahir ma vie. Ils ont même réussi à retrouver l'adresse de mon nouveau lieu de travail, probablement grâce aux amis de mes parents qui semblent être partout. Ils ont commencé à se pointer à mon boulot pour me piéger et forcer une réconciliation. Ma mère me confronte sur le parking en pleurant, disant que je déchire la famille. Mon père laisse des messages vocaux cinglants, me disant d'agir en homme et de pardonner à Dwight. La semaine dernière, ma mère m'a coincé alors que je quittais le bureau. Ça a assez duré, a-t-elle insisté, bloquant mon chemin jusqu'à la voiture. Joséphine en est à son 6e mois. Elle a besoin de tourner la page, et Dwight aussi. Je leur ai déjà permis de tourner la page, ai-je répondu en essayant de la contourner. Ça s'appelle les rayés de ma vie. Comment peux-tu être aussi égoïste, a-t-elle crié. Ce n'est plus seulement à propos de toi. Il y a un enfant innocent là-dedans. Un enfant qui n'existerait pas si Dwight n'avait pas trahi à la fois moi et sa femme, lui ai-je rappelé. Ce n'est pas mon problème. Elle a essayé une autre approche, sa voix s'adoucissant, tu nous manques. Ton père et moi voulons retrouver notre fils. Vous ne m'avez jamais voulu quand j'étais là, ai-je dit tristement. Pourquoi maintenant? Ils ont même envoyé des singes volants sous la forme de membres de la famille élargie pour me faire culpabiliser. Des tantes, des oncles, des cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années me téléphonent soudainement pour me dire combien la famille est importante et que je devrais passer l'éponge. C'est comme s'ils vivaient dans une réalité parallèle où Dwight et Joséphine auraient juste fait une petite erreur au lieu de commettre une trahison qui a bouleversé ma vie. Mon cousin Rick, que je n'ai pas vu depuis son mariage il y a 5 ans, m'a envoyé un texto sorti de nulle part, la famille reste soudée dans les bons comme dans les mauvais moments. Tes parents sont dévastés. Tout peut être réparé avec assez d'amour et de pardon. Ma tante Patty, la sœur de ma mère, m'a laissé un message vocal tellement chargé de culpabilité qu'il aurait pu couler un navire. Ta pauvre mère peut à peine se lever le matin tellement elle s'inquiète pour toi. C'est comme ça que tu remercies tous leurs sacrifices? En leur tournant le dos quand la famille a besoin d'unité. J'avais envie de hurler. Quel sacrifice? Quelle unité? Où était cette préoccupation pour l'unité familiale quand j'étais gamin et que je me sentais comme un étranger chez moi? Hier, j'ai reçu un message de Joséphine. Elle garde le bébé et compte coéduquer avec Dwight. Et devine quoi? Mes parents sont ravis de devenir grands-parents, oubliant toutes les remarques horribles qu'ils faisaient quand Joséphine était avec moi.
Le message était plein d'excuses et de justifications, expliquant comment elle et Dwight avaient trouvé un véritable amour à travers cette situation difficile. Elle a même eu l'audace de suggérer qu'on pourrait tous être amis un jour, pour le bien de l'enfant. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on avait prévu que les choses se passent, disait son message. Mais parfois, la vie prend des tournants inattendus. Dwight et moi avons trouvé quelque chose d'authentique ensemble et nous espérons que tu pourras trouver le bonheur toi aussi. C'est un garçon, au fait. On pense l'appeler David, comme ton père. On aimerait que tu fasses partie de sa vie en tant qu'oncle. L'ironie était presque trop dure à avaler. La femme qui m'a trahi voulait que je joue les oncles joyeux pour l'enfant qu'elle a conçu à travers cette trahison, et en plus le nommer comme mon père, l'ultime moyen pour s'assurer que mes parents oublient tout le mal. Je suis à bout. Une partie de moi veut couper les ponts complètement, recommencer à zéro quelque part à l'autre bout du pays, changer de nom, et bâtir une nouvelle vie où personne ne connaît ce désastre. Mais une autre partie est tellement en colère que je veux rester, me battre, leur montrer à quel point cette situation est complètement tordue. Ma thérapeute me dit que je dois traiter mes émotions au lieu de les fuir, mais aussi que j'ai parfaitement le droit d'établir des limites. Votre famille a montré un schéma constant d'indifférence à vos sentiments et vos besoins, m'a-t-elle fait remarquer. Ce n'est pas déraisonnable de vous éloigner de cette dynamique. Mais la distance ne semble pas suffisante. Ils trouvent toujours un moyen de s'infiltrer dans ma vie, de m'imposer leur récit où je suis le problème, pas eux. Je ne sais plus quoi faire. La trahison a affecté tous les aspects de ma vie. Je ne peux plus dormir sans médicaments. Je ne supporte pas d'être seul avec mes pensées. Je n'ai même pas envisagé de fréquenter quelqu'un d'autre. L'idée de refaire confiance à quelqu'un me terrifie. Et si j'étais tout simplement impossible à aimer, ai-je demandé à ma thérapeute lors d'une séance particulièrement sombre. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais chez vous, m'a-t-elle assuré. Mais quand on grandit dans un système dysfonctionnel, on finit parfois par reproduire inconsciemment ces schémas. Votre famille vous a conditionné à accepter moins que ce que vous méritez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désapprendre ces schémas. J'ai aussi perdu des amis à cause de cette histoire, certains pensant que je devrais faire preuve de grandeur d'âme et me réconcilier avec ma famille, comme si j'étais le méchant pour refuser de faire semblant d'être heureux avec les gens qui m'ont fait le plus de mal. Mon colocataire de fac, Tom, qui me connaît depuis des années, m'a surpris avec sa réaction « Les familles sont compliquées, mec. Ce qu'ils ont fait est horrible, ouais, mais à un moment donné, tu dois avancer. Le sang, c'est le sang. » Je l'ai coupé immédiatement. Le sang n'a manifestement rien signifié pour ma famille. Alors pourquoi devrait-il signifier quelque chose pour moi? L'idée que Joséphine et Dwight élèvent ensemble un enfant qui aurait pu être le mien, est comme un poignard constant dans mon ventre. Je comprends, logiquement, que l'enfant est innocent dans tout ça. Ce n'est pas sa faute si ses parents sont des menteurs et des infidèles, mais je n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit de positif à propos de son existence. Mes parents parlent maintenant du fait que je devrais être impliqué dans la vie de l'enfant, que je serai un oncle. Ce concept me rend malade physiquement. Comment pourrais-je regarder cet enfant sans y voir le symbole ultime de la trahison du mari de ma sœur? Alors, lisez ceci, suis-je le connard pour refuser de pardonner au mari de ma sœur et à mon ex-fiancé? Ai-je tort de vouloir couper les ponts avec ma famille à cause de tout ça? Je prends volontiers tout conseil pour avancer, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de me noyer dans une mer de trahison et de manipulation émotionnelle. Désolé pour ce post de la taille d'un roman. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Mettre tout cela par écrit m'a un peu soulagé. Je ne sais pas exactement ce que j'espère obtenir, une validation, des conseils, ou juste la possibilité de crier dans le vide et que quelqu'un, n'importe qui, m'entende.